Et du coup, on va embrayer avec Sylvain Douce qui va nous parler de la réalisation de son projet sur le rectorat, enfin du rectorat plutôt, mais sur le projet qui nous accueille et qui va permettre d'embrayer sur la visite assez rapidement. C'est mon projet. C'est ton projet. Voilà, on va faire une petite citation. Donc oui, avant qu'on aille se balader donc sur notre projet avec le rectorat, l'université, et puis on est aidé aussi par la ville de Besançon, la région, soutenue aussi par l'ADEME, et puis j'ai dit la ville de Besançon, ouais. Ouais. Bon, comme ça, on les aura cités 2 fois. Je vais vous présenter un peu le contexte. Je rebondis juste sur une chose qui a été dite juste avant. Effectivement, on a une maîtrise d'ouvrage ici qui est extrêmement motivée parce qu'on est un petit service et on avait vraiment une volonté de faire de l'économie circulaire. On a initié ça il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on était quand même pas mal dans le flou. On ne voyait pas trop où on allait. On a tenu grâce justement à ces partenariats, le partenariat région, ADEME et la ville avec Anne-Cécile Clure, hein, qui a été là pour nous motiver en permanence. Et effectivement, on avait donc ce contexte-là, une maîtrise d'ouvrage volontaire. On avait aussi des espaces de stockage, mais par contre, on n'avait pas de budget supplémentaire et on n'avait pas de temps supplémentaire. Donc là, on se démerde avec ce qu'on a. Et c'est extrêmement contraint. Donc la présentation du site, on est sur un arsenal militaire, un ancien arsenal militaire qui date de 1840. Une conception extrêmement simple, hein, vous allez le voir, c'est une architecture militaire. Donc des arches extrêmement simples, pierre, on a des refends en pierre, et au-dessus on avait en tout cas une charpente traditionnelle bois extrêmement simple. Donc les premiers polluants qu'on va retrouver sur ce type de site, c'est les munitions. Et c'est aussi toutes les suies, parce donc c'est un arsenal de fabrication, donc vous aviez des énormes cheminées, et puis donc on a diagnostiqué tous ces éléments-là. On a beaucoup de briques, mais les briques aujourd'hui sont inutilisables. Une transformation importante dans les années 70, super les années 70. Avec l'arrivée, je vais lire, ce sera plus simple. Donc l'arrivée du béton, ce qui n'est pas extrêmement gênant, mais c'est l'arrivée de fondations isolées, l'arrivée de l'enrobé sur le site complet, l'amiante bien sûr, et des transformations des proportions architecturales. Les proportions architecturales sur le centre-ville byzantin, c'est toujours... on est quand même plus sur du 2/3 de façade, 1/3 de toiture. Ici, on a rajouté un petit chapeau de sorte de nain de jardin, là, vous allez voir les proportions, on est plus sur demi-demi. Donc vous avez une demi-façade, une demi-toiture. Ça a été fait en lamellé-collé. Elle est magnifique, cette charpente en lamellé-collé, et elle fait partie justement de notre économie circulaire. Donc c'était comment faire pour retrouver des proportions avec cette charpente en la conservant. Et puis, il y a voilà, un petit travail au moment du concours qui n'a pas été extrêmement simple. L'enrobé sur tout le site complet. Donc, on a un sol qui ne respire plus. Vous avez un des points chauds, un îlot de chaleur en fait sur le centre-ville byzantin. Et ben, il est là et on s'en est bien rendu compte cet été. Les fondations isolées, vous avez l'arrivée du béton, donc l'arrivée de fondations qui ont été mises en place pour mettre des nouvelles cages d'escalier, des choses comme ça. Et du coup, on a une déformation qui est plus homogène sur le bâtiment, parce que on est sur un sol marneux, hein, on a une nappe phréatique là-dessous, ça bouge. Et au lieu de bouger de façon uniforme, et ben, vous avez le bâtiment qui pète un peu de partout, quoi. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Donc les défis qu'on a eus, parce qu'il faut que j'aille vite, c'est retrouver des proportions cohérentes pour le centre-ville byzantin, pour ce bâtiment, modifier notre conception et l'utilisation des ressources, c'est le cœur du sujet, hein, et puis gérer l'ensemble de ces pollutions.
eh ben, on ne verra pas les proportions du projet retenu en phase concours parce que l'image est retournée. Bah alors, Lina, c'est quoi ce bazar? Bon, la proportion, c'est ce qui a été proposé par notre architecte, l'atelier Novembre, c'était de conserver justement dans cet esprit économie circulaire, on conserve cette charpente en lamellé-collé et on vient y rajouter une greffe architecturale en plus pour relever la façade. Donc ça va être un mur rideau qui va être là dans ce centre historique byzantin. On remplace en fait, on met quelque chose de transparent à la place de cet hippopotame qu'on avait en plein centre-ville. Donc ça, c'est la modification des proportions. La gestion de la lumière, pour le moment, on était sur donc un bâtiment qui a été militaire après, qui a été hospitalier. Le principe était simple, hein, c'était un couloir central, des salles sur les côtés et aucune lumière qui rentre. Là, le projet, c'était vraiment, on revient sur un projet avec une lumière traversante complète et on inonde en fait ce bâtiment de lumière. Et l'éco-conception, où on en a pas mal parlé, c'était déjà qu'est-ce qu'on réemploie, qu'est-ce qu'on réutilise, mais aussi qu'est-ce qu'on vient remettre dans ce bâtiment. Et pourquoi on remet des choses dans ce bâtiment? Est-ce que tout est utile? Il y a cette question qui est revenue très régulièrement. Est-ce qu'on a besoin du faux plafond à tel endroit? Est-ce qu'on a besoin de peindre des gaines? Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de projets, mais des projets du quotidien, hein? Vous avez les centres commerciaux, il n'y a pas de faux plafond, hein, c'est tout peint en noir, finalement on ne voit rien du tout. Ça peut être un premier geste un peu dans le type éco-conception. Est-ce qu'on a besoin de mettre du vernis sur l'ensemble des éléments bois qu'on va retrouver sur ce projet? Est-ce qu'on a besoin de coller? Pareil, hein, on en a parlé tout à l'heure. Nous, on a privilégié vraiment le démontable. Les amphithéâtres sont en bois. On a fait en sorte qu'elles respectent la réglementation et les préconisations des pompiers. Mais on est sur du bois et on est démontable. On peut transformer un amphithéâtre en plusieurs salles de cours. Pourquoi? Parce qu'on a prévu un réseau qui arrive en aérien et qui peut distribuer de plusieurs façons ces sites. Tout ça, c'est vraiment notre idée de l'éco-conception, mais qui est aussi la vôtre, hein, j'imagine. Là, sur l'image que vous voyez, on va réutiliser à peu près 6000 tuiles qui sont pour le moment sur 6 ou 12 000, on va voir. Ça représente un quart des tuiles sur ce chantier-là, un peu moins. Mais voilà, on a essayé de réemployer au max les ressources du site. Ça, on en reparlera après sur chantier, ce sera plus simple. On a beaucoup parlé du diagnostic ressources. Sur ce chantier, on a fait un diagnostic ressources avant de lancer le concours d'archi. Ça nous a permis aussi de commencer à connaître nos ressources, de connaître notre bâtiment avant d'aller plus loin. C'est un élément contractuel. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire que le bureau, la maîtrise d'œuvre qui a répondu savait qu'il y avait ça et a dû s'en servir. Ça a servi aussi au moment de l'analyse des offres. On parlera des radiateurs, c'est un très bon exemple. Hein. Sur site, on vous expliquera les déboires qu'on a eus avec ces différents radiateurs. Et puis, il y a aussi le mobilier d'amphithéâtre hein, qui a été... vous voyez les amphis là sur cette photo. Et ben, une partie a déjà été réemployée parce qu'il y a eu du pillage quoi, sur ce chantier. Donc voilà, ça fait partie de l'économie circulaire. Un des énormes impacts, ça a été Bon, on avait un peu de plomb, mais ça, le plomb encore, c'est gérable. C'est l'amiante. Là, vous voyez avant et après des amiantages. Et ce qui veut dire que tous les panneaux bois qui étaient en contact avec des matériaux amiantés ou qui avaient été peints, même si on a une couche entre les deux, le bois... ça part en retraitement final, quoi. On peut pas le réutiliser. L'exemple le plus
dommageable, le plus triste sur ce chantier, c'était les énormes châssis vitrés là, que vous voyez sur la photo de gauche. C'est tout parti en déchetterie parce que il y avait les joints menuisiers, le vitrier en amiante. Et là, on n'a pas le choix. On est allé on est allé en Rhône-Alpes pour essayer de rencontrer des gars qui pouvaient peut-être nous trouver des solutions pour enlever ces amiantes. On n'a pas réussi. Le retour d'expérience sur ce projet, pour nous, on a... oui, je ne dirais pas que c'est un échec, mais c'est... on va dire que ça n'a pas forcément super bien marché. C'est la dépose soignée avant désamiantage et le stockage des matériaux. On avait vraiment besoin de déplacer une grande partie des matériaux. Ça on s'y est mal pris. On avait besoin de former des équipes. On s'est retrouvé avec des équipes qui n'étaient pas forcément toutes prêtes à faire ce travail-là et on était confrontés à débarrasser les lieux à désamianter. Bon voilà, c'est un premier retour d'expérience, un petit échec là-dessus. Stocker le matériel et les matériaux avant leur remise en état, mise en place d'une logistique pour justement les différentes manipulations. Ça, on a des entreprises de réinsertion qu'on essaye, avec lesquelles on travaille, qui s'auto-forment justement dans le but de trouver les bonnes méthodologies là, pour déplacer la masse de matériaux qu'on a. On en reparlera cet après-midi avec Caroline Chalamont, parce que notre levier en fait, pour faire cette expérimentation, c'est vraiment les entreprises d'insertion. Mais il a fallu travailler avec eux pour apprendre à stocker et puis faire en sorte de ne pas manipuler des matériaux pour après les casser au moment du stockage. C'est tout ce qui est en verre, et puis les radiateurs, on en reparlera. Gérer la remise en état ou la transformation du matériel, ça c'est un véritable accompagnement aussi de la maîtrise d'œuvre, bon, là, de la maîtrise d'ouvrage aussi, avec les différentes entreprises pour faire des essais sur place. Ça veut dire on veut descendre une solive, on peut en parler pendant des heures pendant les réunions de chantier. On ne sait toujours pas comment la descendre, cette solive. Donc on y va, on va sur place et puis on prend un petit marteau et le casque et puis on fait des essais avec les différentes boîtes. Ça, je pense que c'est vraiment le point essentiel. Si vous êtes maître d'ouvrage ou maître d'œuvre, là, il faut aller sur le terrain. Trouver donc les bonnes techniques aussi pour réparer, c'est-à-dire connaître les matériaux. Nous, pour le moment, on a des entreprises d'insertion, elles ne sont pas spécialisées, elles n'ont pas forcément des plombiers à disposition. Donc, c'est mettre un lien en fait entre les entreprises traditionnelles et nos équipes de dépose. Ça, c'est ce qu'on essaye de mettre en place et ce qui, pour le moment, fonctionne. Les points de vigilance, donc, c'est surtout vérifier toutes les pollutions résiduelles. Quand on dit pollution résiduelle, ça veut dire qu'on a eu au fur et à mesure des années où pendant les premières déposes, on peut remuer des choses. On parlait des suies tout à l'heure ou autres. On les retrouve qui se déposent sur les corps de chauffe, sur les radiateurs, sur les faux plafs ou autres. Faut pas oublier que derrière, il y a des êtres humains qui vont les manipuler et eux vont être aux premières loges, là. Donc avant de nettoyer la manipulation, avant de nettoyer les matériaux. Donc ça, il y a un truc à creuser encore là-dessus. Là. Et du coup, voilà, c'est vraiment former toutes ces équipes à toutes ces manipulations complexes. Et je conclus. Donc oui, la pollution. Nous, sur ce chantier-ci, et je pense que la plupart des bâtiments qu'on a, c'est notre défi à l'avenir. L'économie circulaire, d'accord, mais faut faire avec la pollution, quoi. Et revenir à une gestion plus impliquée du maître d'ouvrage pour cartographier en amont les ressources de son parc immobilier. Je le dis, hein, je pense qu'on ne connaît pas assez nos biens. On ne sait pas exactement ce qu'on a. Et même nous, qui sommes dans l'économie circulaire depuis 5 ans, on se retrouve à découvrir des choses sur le chantier et même les bureaux d'études.
Là, sur ce projet-là, on est accompagné par Albert et compagnie, mais on a aussi un AIMO qui est Bellastock. J'ai l'impression d'être en réunion de chantier là. Donc voilà. Et on a besoin de retrouver, oui, une visibilité du potentiel, puisqu'il y a un réel potentiel là, dans tout cet existant. Et on en a parlé, après-guerre, il y avait ça. Moi, mes grands-parents faisaient ça. On déconstruit d'un côté pour reconstruire de l'autre. Mais il n'y avait pas forcément toutes ces pollutions. Mais aujourd'hui, on peut considérer qu'on est un petit peu en crise ou en guerre contre justement ce dérèglement climatique. Donc c'est le moment de revenir à ces bonnes pratiques ou de revenir ou de renforcer. Parce que on voit plein de projets, on voit le bâtiment à côté là qui a été fait par Adelphos Caranello, où vous passerez à travers, vous verrez, il y a une vraie mise en valeur de l'existant. Et il n'y a pas une gabegie au niveau matériaux. Ça, c'est un premier exemple. Vous avez à Mieux-Lombard, par exemple, on travaillait avec eux, on a fait en sorte de sortir un maximum de matériaux des différents chantiers qu'on a et les fournir à différentes associations. Il y a plein de petits architectes, je pense à Jonathan Sanchez à Ornans, qui lui aussi, Maître Jourdain, il fait un petit peu